Bonjour à tous. Je commence, il est 15 heures. Mes collègues vont me rejoindre, ils sont partis prendre l'air, mais ils vont arriver. La trame de cette conférence, c'est de... on vous propose 10 minutes de présentation là, de l'association pour que tout le monde ait bien en tête pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant avec nos actions. Ensuite, on a une partie présentation théorique de tout le système qu'on a mis en place. Et vous aurez aussi une partie un peu plus pratique où on vous fait une petite démonstration. Et à la fin, il y aura 10 minutes de questions. Voilà. Je ferai un petit tour, juste avant de commencer la présentation pour avoir un mot. Si chacun, on peut faire un tour de table hyper rapide pour avoir un mot sur quelles sont vos attentes de cette conférence qui permet d'orienter un peu plus notre discours. Voilà, si jamais curiosité, technique, applicatif. Enfin voilà, si vous avez un mot, je veux bien qu'on ait un peu voilà, pour diriger un peu cette conférence pour répondre à vos attentes. Je suis Sébastien Baucher, donc je suis actuellement le président de l'association Numélib qui a 1 an d'existence, 1 an et demi véritablement. Et nous sommes 6 personnes dans l'association, dont Denis Velin et Cyril Goudal avec moi qui vont participer à la présentation. L'histoire de Numélib, pourquoi on est ici à parler devant vous aujourd'hui ? Je suis un ancien informaticien, donc j'ai 20 ans de métier dans l'informatique. J'ai voulu me reconvertir, j'ai voulu arrêter l'informatique, j'ai voulu mettre plus de sens dans ma vie. Je suis parti dans autre chose, dans le milieu associatif, où là, j'ai co-créé une association d'éducation à l'environnement sur Toulouse. Et quand j'ai co-créé cette association, j'ai mis en place le système informatique. J'avais les compétences, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai créé cette association sur seulement de l'open source, dans les valeurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. En mettant en place tout le système, donc aujourd'hui l'association dans laquelle je suis coordinateur, elle fait fonctionner à peu près 30 personnes, d'accord, en termes d'utilisateurs. Et on a, ça fonctionne, ça fait 6 ans que ça tourne en full open source et on n'a pas eu besoin d'acheter de licence. Et aujourd'hui, on fonctionne sans problème. Et du coup, la réflexion a été mais si on peut faire fonctionner une association en full open source, pourquoi on ne prendrait pas ce modèle-là, on l'améliore un peu et on ne le met pas à disposition d'autres structures ou d'autres personnes qui seraient intéressées pour avoir tout cet écosystème numérique. Et de là, j'ai fédéré des amis, des collègues qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui avaient envie de faire... bonjour qui avait envie d'aider et d'étendre ce projet à d'autres structures. Un petit mot du coup sur aussi notre modèle économique aujourd'hui, comment on a décidé de fonctionner. C'est important parce que dans le libre et l'open source, on se pose toujours la question, c'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de communauté. Comment on fait fonctionner les deux? Comment on met en place un modèle économique? Et ce qu'on a aujourd'hui, là où on s'est arrêté sur la solution de ce modèle économique, c'est un modèle économique hybride, un modèle économique semi-professionnel, dans le sens où quand on a une structure qui est déjà établie, donc avec une activité, avec des besoins en système d'information, qui a un peu de financement. Là, on va regarder le cahier des charges de ces structures en disant, voilà, vous avez besoin de tant d'énergie pour maintenir votre système, on va déployer de l'énergie humaine pour maintenir votre système. Et quand on est sur des nouvelles structures qui viennent se créer, et là on a proposé complètement juste une adhésion pour pouvoir
qui puissent utiliser ce système qu'on a mis en place. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand une nouvelle structure ou organisation se met en place, quand il n'y a pas de compétences, quelqu'un qui a des compétences en informatique, on se retrouve à aller chez les GAFAM. Ou des choses qui sont gratuites. Enfin, pour nous, on a l'impression que c'est gratuit, mais c'est simple et on n'a pas les compétences, donc on va faire avec. Et une fois qu'on a mis ces grosses structures au sein de nos organisations, le système de mail, le système de partage de fichiers, tous ces systèmes qu'on peut mettre, qui sont propriétaires, et ben, on a une organisation qui est grandissante avec 10, 20, 30, 40 personnes qui travaillent dessus et on se dit « Oh là là, mais je vais faire mieux avec mon système d'information. Maintenant, je vais changer. J'ai un peu de budget. » C'est très compliqué. C'est très très compliqué de changer, de passer d'une structure qui utilise tous ces logiciels propriétaires pour aller vers de l'open source. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive à des logiciels qui sont souvent un peu moins performants ou qui ont moins d'options ou qui sont peut-être parfois un peu moins ergonomiques. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça veut juste dire qu'on avance de façon différente et à un rythme différent. Et du coup, c'est plus difficile. Donc nous, notre modèle économique, ça a été de dire, ok, on a des services informatiques, on s'appuie en full open source. Par contre, toutes les nouvelles structures qui souhaitent travailler sur l'émancipation numérique, on les accompagne, on demande une adhésion et on met à disposition tout l'écosystème. Et après, on rediscute un an ou deux après, quand on voit là où on en est au niveau de l'organisation et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. En tout cas, on est là en tant que conseil, etc. Je vous propose de laisser la parole à Denis. Ah si, pardon, merci. On m'a dit en régie que j'avais dit un truc qu'il fallait que je fasse. Je vous propose, je ne sais pas ceux qui veulent s'exprimer, plutôt de façon libre, on est au Capitole du Libre. Si vous avez une thématique, pourquoi vous êtes ici, en un mot, juste c'est maintenant. Voilà, que ça nous permettra d'orienter notre présentation pour essayer de répondre à un maximum de besoins ou d'envies ici. Donc si jamais vous avez envie d'annoncer pourquoi vous êtes ici, ça peut être curiosité, ça peut être un système, ça peut être... Je suis dans plusieurs associations qui n'ont pas de rapport avec l'informatique. C'est comme l'informaticien, des fois on me donne des conseils, on demande des conseils pour d'autres associations, et c'est un peu toujours pareil, je leur dis Facebook c'est pas bien, et ouais mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on utilise alors ? Ok, merci. Tu veux que je fasse répéter la question ? Tu répètes ce qu'il a... Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Du coup, tu es dans plusieurs associations et tu as des questions de qu'est-ce qu'on fait pour ne pas utiliser Facebook, c'est ça ? Quelle solution on a ? Ok, merci. D'autres personnes ont envie de partager ? Oui. Oui, moi je suis dans une entreprise d'intégration de logiciels libres et le problème c'est que j'ai souvent des demandes d'associations qui souhaiteraient en mettre en place. Le problème c'est qu'en fait on a des coûts d'intégration qui sont largement supérieurs à ce que proposeraient les solutions hégémoniques. Et en fait justement je cherche des relais pour pouvoir retransférer ces leads et puis pour pouvoir permettre aux associations de s'émanciper justement. Ok, merci. Je crois, le temps de questions, ça sera vraiment à la fin. Là, c'est vraiment pour qu'on essaye d'avoir un peu les envies, les besoins généraux. Enfin, tu voulais aussi... Un peu comme monsieur. D'accord. Je fais partie d'une association, enfin du bureau d'une asso qui organise des festivals et on n'utilise que Google Drive, Trello, WhatsApp, etc. Parce que c'est pratique et je ne sais pas comment faire pour changer. Allez, super. Ça existe comme alternative et surtout l'accompagnement au changement des équipes, c'est pas Merci beaucoup. Bon, on est dans le sujet, quoi. L'émancipation numérique. Super, merci beaucoup. Je passe la parole à Denis Velin. Merci. Ah, merci Seb. C'est très bien cette question parce que justement ça va faire la transition parfaitement avec notre solution parce que ça va exactement répondre à ce genre de questionnement et de besoins. Alors déjà je me présente, moi je suis ingénieur Microsoft depuis ouais, je sais, depuis plus de 20 ans et voilà. Mais bon, je me soigne, hein, donc tout va bien. Depuis 2 ans, en fait, j'ai fait une espèce de rejet
de tout ça. Et je me suis dit, voilà, j'en ai marre de Microsoft, j'en ai marre des GAFAM, ça bouffe un peu la vie, et au final, de se poser toujours plein de questions. Au final, on va s'en poser beaucoup plus, mais avec du libre. Voilà. Donc on va passer sur du Linux. Alors voilà, donc là, il y a une partie un petit peu plus relationnelle de ce que Numélib. Tu veux en parler? Non, c'est bon. C'était mon slide, mais j'ai oublié de le passer. Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est à... Ok. Donc notre proposition, c'est une proposition de qualité un peu professionnelle quand même. Ce qu'on souhaite faire, c'est quelque chose de propre et d'agréable à utiliser. D'une sorte de bureau éthique qui soit basé sur du logiciel open source et libre. Cette solution, elle va être... attendez, je vais mettre ça comme ça. Ouais. Cette solution, elle va être basée sur une machine qu'on appelle une VPS. Une VPS, alors je ne sais pas, Main-Levée, qui sait ce que c'est qu'une VPS? Ok. Donc pour les autres, une VPS, c'est une machine virtuelle, en gros un micro-serveur qu'on va louer chez un fournisseur, et on va la louer au mois directement. Par contre, l'intérêt de cette machine, c'est qu'on en est propriétaire et qu'elle est basée dans un lieu spécifique. On a la possibilité de choisir notre prestataire, de choisir notre lieu, etc. Et c'est en général pas très cher. L'idée, c'est que notre solution, elle soit incluse sur une VPS, et que ce soit cette seule VPS qui permet de faire fonctionner et d'héberger toutes les données de l'association. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dans cette VPS et où est-ce qu'on l'héberge? Nous, on a choisi un fournisseur qui, je pense que vous connaissez, c'est OVH. Un premier parce que c'est français. Et du coup, ça nous permet d'assurer pour certaines associations qui en auraient besoin comment on dit déjà, une souveraineté au niveau des données. Excusez-moi. Une souveraineté qui va rassurer et puis qui permettra de... Attends, je vais changer de micro. C'est lequel? Je sais plus. Pas débranche pas. Il est là-bas, c'est bon. Ouais. Voilà, donc cette souveraineté, et puis aussi c'est une question de coût, tout simplement parce que OVH ils sont bien placés au niveau du prix. Surtout dernièrement, on a eu la surprise de voir que les dernières machines elles avaient augmenté de plus de 2 fois la puissance pour moins cher. Donc ça revient à peu près à 15 € par mois. Je crois que c'est 15 € par mois hors taxe, quelque chose comme ça. Oui, selon la taille, mais en moyenne, oui. C'est des machines qui sont donc plutôt performantes. On a du 4 CPU, 16 Go de RAM, je crois, un truc bien. Hein. Ouais. On a des machines, donc ces machines-là, elles sont hébergées sur des serveurs qui sont fabriqués par OVH, maintenus par OVH. Donc c'est eux qui sont complètement, je veux dire, les créateurs de leur propre machine serveur. Ce sont des machines qui sont refroidies par refroidissement liquide sans clim. Et un élément qui nous paraît très pratique, c'est qu'on peut les upgrader vraiment facilement. Donc on a la possibilité, si par exemple on a un manque de mémoire ou quoi, on peut facilement les upgrader. Voilà, c'est tout l'intérêt des VPS. Et en plus, chez OVH, on a la capacité d'avoir un firewall intégré, et donc pour filtrer les accès, tout simplement. Et on a aussi chez OVH le DNS. Bon, ça c'est un petit surcoût, c'est pas grand chose. DNS qui est quand même obligatoire pour pouvoir gérer tout ça. Dans cette machine, on va, alors sur la diapo d'avant, je vais passer rapidement sur, voilà, on va lui demander l'installation de Debian. On peut installer beaucoup d'autres systèmes, dont du Microsoft, mais c'est pas ce qu'on va faire. Voilà, on va installer du Debian, et nous on va prendre du Debian 12 parce que pour des soucis de compatibilité, en particulier avec Nextcloud, on est obligé de passer par là. Alors, donc ce qu'on va mettre dans cette machine dès qu'on la reçoit, c'est qu'on va installer un virtualmin. Pareil, je vais passer à la main levée. Qui connaît virtualmin? Ok, donc beaucoup moins. Beaucoup, 2. J'ai vu 2.
Toi, tu connais, toi, c'est bien, c'est bien. Alors, donc, il faut savoir que cette solution-là, on l'a pas. Enfin, elle m'est arrivée un petit peu toute cuite, moi, il y a 2 ans, mais on y a beaucoup réfléchi tous ensemble pour que ce soit quelque chose d'homogène et que ce soit un peu transparent pour l'utilisateur. Au final, vous allez voir dans la démo que moi, je trouve que c'est plutôt agréable à utiliser. Donc, on va installer VirtualMin, qui va nous permettre de séparer les différents éléments qu'on va installer dans notre machine. Donc ça veut dire qu'on va les installer dans ce qu'on appelle des virtual hosts. Et ces virtual hosts, ils vont nous permettre de faire répondre la même machine à plusieurs noms différents. Par exemple, on va avoir le Nextcloud qu'on va installer juste après le VirtualMin. Et ce Nextcloud, il va répondre sur nextcloud.monassociation.com, par exemple. On va avoir le WordPress qui va lui répondre sur mon site, enfin, ou juste monassociation.com. Ça va être, dans la démo, je vais vous montrer, voilà, ce sera le site web par défaut qui va répondre sur ça. Et etc., pour les différents services. Donc on va avoir dolibar.monassociation, etc. Chaque élément étant donc séparé les uns des autres, ce qui est plutôt pratique pour la gestion, l'administration du serveur. Par défaut, dès qu'on a notre VirtualMin, on a la partie messagerie qui est existante. Alors aujourd'hui, on a des listes d'utilisateurs qui sont donc séparées entre les différents services, mais à terme, vous allez voir qu'il y a des évolutions qui sont prévues. Donc on va... Ok. Je vais mettre du temps. Ouais. Je regarde où t'en es. Ok. Donc on va, comme je disais, créer nos premiers utilisateurs avec de la messagerie, des quotas, etc. Ensuite, on va installer le Nextcloud avec, pareil, des utilisateurs, des groupes, de la gestion assez fine de droits d'accès. Donc on va en reparler tout à l'heure dans la démo. Avec Nextcloud, on a différents éléments qui arrivent un petit peu par défaut, dont Talk. Bon, j'aurais pu en mettre plus, hein, mais en particulier Talk, qui est un outil de communication, de chat. Et l'intérêt, c'est que toutes les données que vous voyez ici, en fait, tout reste à l'intérieur du serveur. Bon, sauf le mail, hein, évidemment, parce que ça, évidemment, faut que ça puisse rentrer et sortir. Mais Talk, le Nextcloud, tous les documents qui sont ici, ça reste à l'intérieur du serveur et ça permet de s'assurer que on est propriétaire de nos données et que voilà, elles sortent pas, elles sont pas analysées pour envoyer de la pub, en particulier. On a donc avec la messagerie, on va installer un autre webmail qui s'appelle Roundcube. Pourquoi Roundcube? Parce que en fait, Roundcube, il nous permet d'avoir un truc tout bête, c'est la signature en HTML. Quand on envoie des messages en général, voilà, les mails c'est du HTML. Et le webmail de Nextcloud, alors on fera un report à Nextcloud en leur disant il vous manque quand même la fonctionnalité signature en HTML. Un peu dommage, mais du coup on en installe un autre et oui, ça marche très bien. Je vous montrerai tout à l'heure dans la démo. Dans le Nextcloud, on va aussi installer Collabora Online, qui est une version online de LibreOffice. C'est une sorte de fork en fait de LibreOffice, mais qui est installable directement et utilisable directement dans le Nextcloud. C'est natif. Hein. Je pourrais vous montrer tout à l'heure dans les pages d'admin pendant la démo. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'éditer des documents sans avoir besoin de son propre ordinateur. C'est-à-dire que là, on va pouvoir prendre un ordinateur chez un ami, n'importe lequel, on nous prête un ordinateur, on s'authentifie et on peut directement aller éditer les documents qu'on a besoin d'éditer. On a d'autres modules, comme par exemple Draw.io. Alors ça doit être carrément confidentiel. Je ne sais pas qui connaît Draw.io. Oh bah pas du tout alors. Rien à voir. Donc, donc tout le monde connaît, pas besoin de présenter voilà, les outils de diagramme. Voilà, c'est plutôt cool de l'avoir directement. Et donc là, on peut éditer tout de suite des documents, des diagrammes. Et des trucs comme ça, il y en a beaucoup sur Nextcloud. Ok, donc j'ai fait le... Oui, alors oui, donc un élément important, c'est le Dolibar, ouais. Donc qui permet de faire de la gestion... de la facturation et Dolibar aussi, un peu à la manière de Nextcloud, a beaucoup de modules et permet alors, des modules payants, gratuits, il y en a de toutes sortes.
Il y a des gens de Dolibar, hein, je ne sais pas si vous les avez vus, ils ont des t-shirts. Si vous voulez leur poser des questions sur Dolibar. Voilà, Dolibar, pareil, outil par défaut qu'on installe, ça permet d'avoir un package complet pour les associations. Comme ça, elles n'ont pas trop de questions à se poser. Par défaut, elles arrivent et elles ont du partage du fichier, du mail, de la facturation, un site web, de la communication, de l'édition online. Voilà, beaucoup de ces outils, c'est entre guillemets obligatoire aujourd'hui. C'est bon pour le temps ? T'as dépassé ton temps de 8 C'est minutes. bon. Ok. Cette machine donc, qu'on met à disposition, qu'on voit en bas là, on la donne, donc on la livre à l'adhérent, mais nous on a tout un écosystème autour parce que on peut pas la livrer comme ça, c'est un petit peu pas suffisamment sécurisé. Alors vous voyez, le premier outil qu'on va mettre en fait, ça va être un Proxmox Mail Gateway. Cet outil-là, il permet de filtrer les mails en amont. Ça évite qu'il y ait des vagues de spam qui arrivent directement sur la machine, que ça détruise les performances et que les utilisateurs en ressentent les effets alors qu'ils sont en train d'éditer un document, de travailler, de synchroniser, et ça on ne veut pas. Donc les vagues de 10 000 spams, voilà, ça arrive ici, c'est bloqué ici, et puis il y a un petit mail qui arrive là, pouf, il est déposé, ça c'était le mail qui était nécessaire. Donc cette machine-là, elle est unique pour tous nos adhérents. C'est une VPS aussi, donc c'est une machine qui est chez OVH. Voilà, et on a externalisé ça, ça permet d'économiser beaucoup de performance. On a sur cette même machine une petite page qui est envoyée régulièrement. Cyril, c'est quoi la fréquence déjà d'envoi de ce... Je crois que c'est quotidien, mais il me semble que c'est ajustable de toute façon. Ok. Donc voilà, donc ils reçoivent une petite notification. Ils cliquent dessus, hop, ils arrivent sur leur page de gestion de quarantaine. Ils peuvent traiter leur mail qui aurait été mis en quarantaine et récupérer les messages. Le deuxième outil, c'est la supervision, parce que même si on fait confiance à tous ces systèmes et qu'on se dit ça marche très bien, tout va bien, en vrai on ne leur ferait pas confiance, on vérifie quand même. Voilà, on les surveille. L'outil qu'on utilise, nous, c'est Zabbix, aussi un outil open source. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici. Zabbix ? Oui, ok. Voilà. J'en profite pour parler aussi de la compatibilité entre tous ces éléments. L'intérêt, c'est que tous ces éléments, finalement, ils n'ont pas besoin de beaucoup de gestion, de compétences en informatique en général, mais au final, ils sont quasiment à la livraison, clé en main. On les installe, on fait 4 clics et ils sont de base compatibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'exécuter des longs scripts, de les gérer, de modifier plein de choses dedans. Par exemple, pour la supervision, on a choisi Zabbix parce que il est directement compatible avec le Nextcloud. Il a un modèle pour surveiller un Nextcloud de base. Il nous envoie les alertes qu'il faut, il nous envoie les alertes sur les disques qui sont pleins, les comptes utilisateurs qui sont plus utilisés, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Ah, ok, je me dépêche. Donc rapidement, on a aussi une solution de sauvegarde qui est directement intégrée dans le... Alors nous, on utilise la solution du VirtualMin parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, elle est intégrée. On n'a pas d'outils supplémentaires à gérer. Encore une fois, en 4 clics, on réplique la sauvegarde de quelqu'un d'autre. Voilà, et on backup sur un équipement externe. Alors, pour l'instant, c'est chez moi. C'est sur un Raspberry avec des disques branchés dessus. Voilà, dans mon placard, mais on va faire mieux. Hein, ça fait partie de nos axes d'amélioration pour le futur. Et évidemment, tout ça, c'est supervisé pour l'accès par un client VPN qui est sur une autre machine ailleurs, qui nous permet de nous assurer que par le jeu de règles Firewall et la connexion VPN, que je vous montrerai tout à l'heure dans la démo, ça nous permet de nous assurer qu'il n'y a bien que nous qui avons accès à ces pages d'administration. Le dernier élément, c'est le serveur de développement. Et du coup, je vais laisser la parole à Cyril pour la partie dev, parce que moi, je ne connais pas le dev. Et Cyril connaît très bien, donc je vais laisser vous parler de cette partie. Merci, Denis.
Bonjour à tous. Donc on est un petit peu en retard si j'ai bien compris, je vais faire très vite. Donc moi c'est Cyril, je viens du monde du développement web, donc je suis développeur web. Donc oui, bon, on fait sortir de ma grotte, comme tous les développeurs. Et donc dans le cadre de mes activités de développeur, à la base donc je travaille dans une agence web, hein, et je rejoins un peu ce que disait Seb tout à l'heure, où en cherchant un peu de sens à tout ça, j'ai voulu mettre au profit de l'association mes compétences de développeur. Et à cet effet, je vais déjà présenter comment on travaille déjà en agence et en quoi c'est très compatible avec ce qu'on fait chez Numelib. En quoi ça consiste. Voilà, donc au départ, nous aussi on a des serveurs de type VPS avec une Debian et un VirtualMin. Donc VirtualMin qui est la plateforme que Denis vous a pas mal exposé tout à l'heure. Nous on s'en sert surtout pour héberger nos propres applicatifs qu'on développe. Du coup, en fait, ça vient s'intégrer parfaitement à ce qu'on fait chez Numelib, puisque nous, on développe des applicatifs en open source. On s'appuie sur des technologies open source. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait mettre à contribution nos applicatifs au profit de l'open source. Hein. Puisque c'est la moindre des choses si on s'appuie dessus. Je pense que la moindre des choses, c'est de les partager. Et du coup, ça s'intègre parfaitement à côté d'un Nextcloud, d'un Dolibar ou d'un WordPress ou d'un OneCube. Nous, on développe nos applis donc, sur Symfony. Et on a déjà développé quelques outils à destination des associations, des CRM pour ceux qui connaissent, gestion de contacts, des ERP, donc des logiciels de gestion. Tout ce que Dolibar ne va pas faire. En fait, tout ce qui va être développement sur mesure, qui n'existe pas encore, puisque en fait on s'est aperçu, déjà en agence on s'est bien aperçu qu'il y avait plein d'outils qui existaient, mais plein qui n'existaient pas non plus, ou qui ne correspondaient pas tout à fait aux besoins. Des fois il vaut mieux partir sur un nouveau produit que d'étendre un produit existant. Bon, c'est une question d'arbitrage, hein. C'est jamais évident. Et puis, comme on est parti sur du Symfony, il y a pas mal d'applis qui n'existent pas encore sous Symfony. Alors, je sais pas, à main levée, qui connaît Symfony? Merci, je me sens moins seul, c'est cool. Donc d'autres développeurs qui sortaient de vos grottes, je suppose. Je déconne. Voilà pour la partie web. Donc au travers de Numelib, on a déjà cette petite brique web via le WordPress. Mais pour que le système soit vraiment complet, on s'est dit qu'on allait apporter cette brique de web sur mesure, spécifique, et les proposer en plus en open source, c'est-à-dire qu'on va développer des outils spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques, qui ne le sont pas tout à fait d'ailleurs. Hein. En fait, les spécificités de l'un sont souvent les spécificités de l'autre, et en fait on se retrouve comme ça. D'où l'idée de le mettre en open source par la suite. Du coup, je fais vite. Le plus gros défi qu'on va avoir par la suite, et qu'on prévoit, on y travaille en tout cas, c'est qu'à travers tous ces outils, je pense que c'est une problématique qu'on a tous, c'est pouvoir centraliser l'authentification. Aujourd'hui, on a un Nextcloud, un Dolibar, et donc même nos applis sur mesure, avec des systèmes d'authentification interne en fait, et donc à chaque fois on est obligé de se reloguer sur chaque appli. C'est un peu pénible, je pense que tout le monde connaît ça. Et donc là on travaille sur un système d'authentification centralisé, authentification unique. Donc c'est vraiment dans nos prochains challenges. Voilà, j'ai fait vite. Oui, je pense qu'on peut passer à la démo. J'aurais bien voulu parler des... Quelle heure il est? Non, on va passer à la démo. Merci. Ok. Alors, pour la partie démonstration, je vais me mettre comme ça. J'essaie de me mettre confortable.
Je vais la faire directement sur cette machine. Ouais, merci. Voilà. Hop. On va... non, en fait... Pardon. Prends une chaise, tu veux. C'est la régie. Ok. Donc déjà, je vais vous montrer mon écran. Excusez-moi. Ce sera pour la suite. Ça sera pour la suite. Hop. Ok. En premier, ce que je vais vous montrer, c'est que on va s'imaginer en fait d'être sur le poste client d'un utilisateur donc de cette association. Il arrive et puis nous on va lui préconfigurer en fait sa machine. On va lui installer en premier le client Nextcloud. Alors évidemment, on va lui installer sur une machine Linux. Cette machine-là, c'est une machine, je ne sais pas si vous en connaissez des machines comme ça, c'est vieux, hein, ça a quasiment 8 ans, ça marche parfaitement bien. Il n'y a aucun ralentissement et tout fonctionne bien. Là, le Wi-Fi ne fonctionne plus au Capitole Libre, donc je me suis connecté sur mon téléphone. Alors, il remarche ? Bon, on va pas tenter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer en premier le client Nextcloud pour configurer la synchro avec l'utilisateur de démo. On pourrait aller directement dans l'outil de Logitech. Malheureusement, la version qui est proposée, elle n'est pas à jour. Alors, on peut le voir directement ici. On va chercher Nextcloud et on va voir que le Nextcloud client et le Nextcloud Desktop qui est proposé ici, c'est la version 3.1. Or, la dernière version, c'est la 4. Alors, ça va râler sinon si je n'installe pas la dernière version. Du coup, je vais passer par un autre outil qui s'appelle Warehouse, un petit outil de gestion de Flatpak. Voilà, et on va aller rechercher la dernière version, ce coup-ci, de Nextcloud. Ok, Nextcloud client. Ok, desktop. Voilà, on a la 4.0.1 ici qui est disponible. On l'installe. Là, on est par le téléphone. Ça va. Ça fonctionne. Tout va bien. Ok. Voilà, donc on peut voir les différents paquets qui sont gérés par Warehouse. Tout ça, ça a été installé par FlatHub parce que sinon, on n'a pas les bonnes versions, etc. Ok, maintenant, on va aller configurer ce client. Alors, je vais vérifier juste que je me suis déconnecté avant, histoire que... Ok, donc là, vous voyez, je ne suis pas connecté sur la page web. Donc, je vais directement lancer le client. Hop. Attendez. Il y a juste un truc. Non, c'est bon. C'est bon. Donc là, je vais me connecter à... Vous voyez, là, c'est par exemple le VirtualHost dont je vous parlais tout à l'heure. On va taper l'URL de notre Nextcloud. Il nous demande de nous authentifier. On se connecte. Voilà, on va utiliser le compte de démo. Donc ça nous permet de donner l'accès à l'application locale. Et voilà, une fois qu'on est connecté, l'application locale va nous proposer de configurer la synchronisation. Là, on va sélectionner un petit peu tout ce qu'on veut synchroniser. Vous voyez, donc là, c'est tous les partages qui sont disponibles pour le compte de démo. On va pas tout prendre parce que ça va être trop long. Ok, on va prendre ça. Attendez. Il y a un élément que je vais retirer. Vous voyez, le remote SMB share, hein, oui, ça, c'est en réalité, ça n'est pas un dossier qui est, on voit pas son taille d'ailleurs, ça n'est pas un dossier qui est
directement sur le Nextcloud, c'est un dossier qui est sur le Raspberry, le serveur de sauvegarde dont je vous parlais tout à l'heure. On peut mapper directement via SSH, on peut mapper directement des dossiers qui ne seraient pas dans le Nextcloud, et ça nous permet par exemple d'extraire du Nextcloud des dossiers vidéo ou des trucs qui seraient absolument énormes et qu'on ne veut pas que les utilisateurs synchronisent et qu'on ne veut pas sauvegarder régulièrement, on veut juste les garder loin. Bon, on peut les récupérer par là. Je vous montrerai tout à l'heure via la page web, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là, il va nous synchroniser directement tout ce qu'il y a à synchroniser. Bon, il n'y a pas beaucoup, 29 mégas. L'idée, c'est que tout document que je vais modifier maintenant, il va immédiatement dans le client relancer la synchro dès que je sauvegarderai ce document. C'est plutôt rapide, hein. Je ne veux pas vous montrer, mais voilà, nous on travaille tout le temps dessus, ça fonctionne très bien. Autre élément important, donc on parlait de Thunderbird tout à l'heure, donc c'est le client mail. On lui a évidemment créé un compte à ce compte de démo, et le truc cool, c'est qu'on va directement se connecter en tapant juste, sans avoir besoin de connaître les noms des serveurs. Pardon. Il va les retrouver dans la configuration DNS qu'on aura fait au tout début. Pardon. Voilà. Vous voyez, il retrouve directement les comptes, les serveurs d'envoi et de réception en mode sécurisé. Voilà. Le compte mail est configuré. J'ai mon email. Je peux directement commencer à travailler hors ligne. C'est-à-dire que là, je peux envoyer des messageries, je peux envoyer des messages, je peux éditer mes documents sans passer par la page web. Maintenant, on va visualiser comment ça se passe si on n'est pas sur, je suis pas sur mon ordinateur, mais je veux quand même travailler parce que voilà, j'ai des choses à faire. Je vais aller m'authentifier sur la même URL que tout à l'heure, donc c'est le Nextcloud avec le compte de démo. Voilà, je suis déjà authentifié parce que j'ai tapé l'authentification tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok. Et la première page sur laquelle on tombe, c'est on arrive sur le dashboard qui va nous montrer de manière assez explicite les derniers documents qui ont été modifiés, les dernières communications qui ont été faites, et puis si on a configuré un compte par mail, là on va voir les mails qui vont être visibles directement ici. Évidemment, tout ça c'est gérable, on peut bouger un peu toutes les tuiles comme on veut. On voit l'accès au fichier directement par le menu en haut. Et on voit que là, par exemple, on a Talk, donc l'outil de communication dont je parlais tout à l'heure. On a les fichiers, donc ça va nous permettre de visualiser, mais aussi d'éditer les fichiers qui soit sont synchronisés en local, soit voilà. On peut les éditer en plus directement à plusieurs. Donc ça, c'est assez impressionnant. On était comme des fous quand on a vu ça au début, on jouait beaucoup avec. On va prendre par exemple une lettre. Voilà, alors on va voir si la magie du direct fonctionne. Ouais, ça fonctionne, super. Voilà, donc j'ai un outil comme on va dire comme un Microsoft Office ou comme un Gmail qui va nous permettre d'éditer des documents voilà, en mode professionnel. Alors que ce soit des documents, des tableurs, des traitements de texte ou directement des présentations, tout est éditable en ligne. On a évidemment la page web dont je vous parlais tout à l'heure, donc on va aller sur numilib.org, voilà, on a notre site web directement. Donc ça, ce genre de site web, on en fait, nous, un peu sur mesure. Comme Cyril l'expliquait tout à l'heure. Et si jamais l'utilisateur, bon, normalement, il sait très très bien utiliser son ordinateur, mais parfois il a besoin d'aide. Il y a un outil qui est lui aussi open source, qui s'appelle RustDesk. Et il n'est pas installé. Donc on va l'installer, pareil. On va aller alors soit dans la Logitech si on le trouve. Voilà, il le trouve, RustDesk. Alors là, c'est un paquet FlatHub. On installe les petites dépendances. Voilà, on voit notre petite barre d'installation.
C'est assez gros, je crois, comme package. Ok. C'est bon, voilà. Ok, j'ai fini mon temps. J'aurais peut-être voulu, non, j'aurais voulu vous montrer peut-être une petite partie page d'admin. Bah ouais, peut-être, ouais, VirtualMin, un peu. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, ça on va le laisser s'installer, on n'a pas besoin. Ça n'est accessible que derrière un VPN que j'ai configuré sur cette machine, donc je vais me connecter tout simplement à mon outil VPN. Voilà, c'est intégré nativement dans les systèmes Linux, une case à cocher, boum, on est connecté en VPN. Je vais aller sur un autre navigateur qui, lui, est authentifié en tant qu'admin. La première page que je voudrais vous montrer, c'est la page du PMG. Bon, c'est juste VirtualMin. Ok. Là, on est déjà à reprendre. Ok. Ok. C'est déjà écrit. Merci. Ouais, j'étais dans mes pensées. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la page, dont le système dont je vous parlais tout à l'heure. On visualise l'utilisation des ressources de la machine, la mémoire, le processeur, le disque dur. Là, on voit directement tous nos virtualhosts. Donc là, ça c'est le virtualhost par défaut, dans lequel on va avoir nos utilisateurs avec nos mails. On va avoir le Dolibar ici. Donc à chaque fois, on va se placer dans un virtualhost et puis on va installer l'application qui correspond. Voilà. Bon, après, ça fait la pression. Un petit peu, ouais. Bon, tout ça, vous pourrez le voir sur notre stand. Hein. On a les mêmes outils de démo. On pourra tout vous montrer. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, maintenant, on passe à la partie questions, je crois. Ah non. Non, on a une autre partie. Attends, je sais pas. Ah ouais. Et ouais. On n'aura pas le temps. Très rapidement, voilà, c'était les prochaines, les axes d'amélioration qu'on a. Donc cet outil-là, il est très pratique, donc tout ce que je viens de vous montrer. Mais on se rend bien compte qu'on a des trous dans la raquette. Donc en particulier, les smartphones, parce que c'est le premier truc qu'on va nous demander. On va nous dire oui, c'est très bien, mais après, voilà, on va se connecter avec un iPhone. Alors oui, on peut. Il y a tous les outils qu'il faut. Mais on travaille, par exemple, avec ce téléphone-là, on travaille à avoir des OS qui vont être dégoogelisés. Bon, ça reste un Android, mais c'est dégoogelisé. On en a plein, il y en a beaucoup suivant les modèles. Prochaine amélioration, ce sera aussi de la gestion réseau avec de l'OpenWRT, de LoRaWAN. J'imagine que pareil, vous êtes beaucoup à connaître ces technologies. On voudrait pouvoir les proposer, parce que pour l'instant, dans notre package, on ne les propose pas. C'est encore en test chez nous. Et donc la dernière, donc on vous a un peu parlé au niveau dev, c'est cette partie plateforme d'authentification unique. On pense qu'on va passer sur de l'authentique, mais on verra bien quel outil on utilise. Et puis de toute façon, il va être un peu remodelé pour qu'il soit à l'image des associations qui vont l'utiliser. Voilà. On passe à la partie questions. Peut-être qu'on peut reprendre les questions qu'on a eues tout à l'heure. Je vais laisser Seb commencer à répondre. Bon, on va distribuer les questions. Alors, c'est le moment des questions. On reprend les questions dans l'ordre de... Du coup, est-ce que tu peux reformuler ta question? Oui. Plutôt sur la communication externe, là, tel que je l'ai compris, c'est un outil de gestion interne. Tout ce qu'on a présenté? Non, il y a une partie WordPress aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, la partie WordPress, elle est sur la partie web et on peut aussi vous accompagner pour vous, suivant les besoins et recenser et vous amener là où vous voulez aller. Par exemple, l'alternative à Facebook, c'est quoi? C'est Mastodon. Donc ça, c'est l'alternative open source à Facebook. Et... oui, c'est beaucoup interne, mais c'est aussi externe. C'est tout ce qu'on peut avoir. C'est tout le numérique pour maintenir un système d'information dans une organisation. Ça répond à ta question. Oui, le problème après, c'est toujours la même chose, c'est de convaincre les gens. Ah, ben ça c'est ça.
Non, c'est simplement peut-être par rapport à la gratuité face à des solutions gratuites finalement. Il y a par exemple l'ADI qui est sur le Google Workspace. Est-ce que c'est totalement gratuit? Comment vous luttez par rapport à ça? C'est hyper compliqué parce que la gratuité, on se dit mais pourquoi je n'irai pas là alors que c'est gratuit? Pardon. Alors la question c'est comment on fait pour réussir à être en concurrence avec les GAFAM qui proposent des coûts d'infrastructure qui sont gratuites. Mais en fait, c'est pas gratuit. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, le modèle économique derrière. Il est que quand on utilise ces produits-là, nous sommes le produit. Donc nos informations qui gravitent à travers ces systèmes-là sont utilisées et monnayées. Et c'est une partie dont on n'a pas forcément conscience. Et le fait d'utiliser des logiciels open source, il y a un coût donc, humain de mise en place et il y a un coût d'utilisation, évidemment. Mais ce coût-là, il existe réellement. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on nous met des outils à disposition en nous disant que c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, il faut mettre en place des systèmes où on paye des systèmes d'information, mais payer justement, dans le sens où avoir un système d'information qui est open source et qui est adapté à nos besoins, ça permet de limiter les coûts et de se rendre compte qu'on a des coûts de système d'information dans tous les cas. Est-ce que ça répond à ta question ? Tu veux savoir comment on fait? Voilà, après c'est juste amener les associations aussi à prendre conscience. Quelle est votre démarche pour vous faire connaître auprès des associations ou pour les amener justement à ces outils? Parce que naturellement, les gens qui ne sont pas initiés vont aller vers le plus connu et le moins cher. C'est faire connaître. C'est une très bonne question et là je pense que on est face à un système. La question, c'est comment faire face à des personnes qui vont directement vers des GAFAM et pas vers des systèmes plutôt associatifs ou open source en tout cas. Ouais. Et c'est une très bonne question et on va faire. Nous, par expérience, on ne va pas chercher les entreprises, on ne va pas chercher à convaincre, on va accueillir les nouvelles demandes, les envies. Et là, c'est des personnes qui sont déjà convaincues ou déjà avec une envie. Ça, on ne peut pas faire s'il n'y a pas ça. Ça, c'est impossible. Donc, par contre, nous, on accueille toutes les envies, les besoins. Ça, pas de problème. Et là, on peut faire ensemble. Mais la première étape, c'est de justement, ça, c'est le travail de nous tous, de communiquer sur l'open source et de faire prendre conscience aussi aux uns et aux autres ce que ça veut dire d'utiliser un système propriétaire et ce que ça veut dire d'utiliser un système open source. Enfin, voilà. Et là, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Ça répond à ta question. Ça, c'est notre expérience. Et nous, on a une expérience, et je prends ta question juste après, il y aura encore une autre question. Par expérience, on ne va pas vers des organisations qui sont un peu motivées pour aller vers de l'open source ou qui sont juste intéressées pour le côté financier. On va vers... on propose un service et on s'est engagé à ça, c'est que n'importe quelle structure ou organisation naissante qui cherche un système d'information, on propose avec une adhésion de leur mettre à disposition le système dont ils ont besoin sans facturation. On demande juste une adhésion. Ce qui permet à cette organisation de pouvoir se développer en ayant un système d'information qui est juste, et on voit après comment ils ont, où ils en sont pour le modèle économique. Et ça, cette première étape-là, elle est juste, parce qu'on ne leur demande pas d'argent, nous, on investit un peu d'énergie dans eux, et on voit comment ça prend après. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de faire pour qu'on ne débourse pas trop d'énergie et on accueille les motivations. Voilà. Ça répond à ta question? Super, merci. 10 minutes. Pardon, il y avait... Oui, on essaie d'accélérer. Pour une asso qui a déjà un mode de fonctionnement avec Google Drive par exemple, et
L'historique, non. Non, pas l'historique. Les fichiers, il n'y a aucun problème. Excuse-moi, je me permets de répondre. Désolé. Oui, donc la question c'était est-ce qu'il est facile de migrer depuis un Google Cloud quel est le coût en fait pour une association qui voudrait faire ça Je voudrais rajouter par rapport à ce que Sébastien dit tout à l'heure, c'est que il faut qu'il y ait une volonté de la part des dirigeants de l'association et pas de 50% des membres, parce que c'est pas ça qui va déclencher la migration. Et il faut vraiment que ce soit non seulement les membres, mais aussi les dirigeants. Et pour ce qui est de la migration, c'est tout à fait faisable. On sait qu'il y a un coût, c'est-à-dire que par exemple on va perdre l'historique, mais d'un autre côté, ce coût il est épongé par les dirigeants qui vont dire j'ai la volonté de le faire. Voilà, c'est pour répondre aussi à votre question, c'est que il est nécessaire qu'il y ait ce premier pas qui soit fait vers l'open source, parce que voilà, on peut pas dépenser plus d'énergie que ça. Nous, on propose toute cette solution-là, et que voilà, c'est bon. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le modèle économique. Vous êtes vous-même une association en loi 1900. On est une association. Est-ce qu'on a évoqué plusieurs fois notre modèle économique, et est-ce qu'on est une association loi 1900 ? Nous sommes une association loi 1900 avec un modèle économique semi-professionnel. C'est quelque chose que je comprends, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que l'adhésion, le coût de l'adhésion, j'imagine, doit couvrir au moins un an de VPS. Alors, les frais d'adhésion ne prennent pas en compte les frais d'infrastructure. Les frais d'infrastructure sont à la charge de l'organisation. Et pour donner une ordre d'idée, c'est entre 10 et 15 euros par mois pour faire tourner. Voilà. Oui. C'est un sujet que je connais bien parce que moi je suis Paeco, donc on est une solution de gestion d'association qui fait un peu tout ça en même temps intégré au même endroit. On est utilisé par 10 000 assos aujourd'hui. Et du coup, je voudrais répondre aux deux questions. Alors comment on rend une solution libre? Peut-être le micro, peut-être. Ouais, je veux peut-être venir. Ouais, c'est participatif. Hein. C'est intéressant d'avoir ton point de vue et expérience. Merci. Oui, du coup, pour la question de... Donc, je redis ce que je disais. Je suis donc développeur de Paeco. On est une solution de gestion d'association libre qui intègre un peu toutes ces fonctionnalités, la compta, l'envoi de mail, la gestion des membres, etc. Et on est utilisé par plus de 10 000 associations en France aujourd'hui, et ça fonctionne. Et donc pour répondre à la question sur comment on fait pour attirer les assos vers le libre, alors qu'elles sont plutôt attirées vers les GAFAM, et ben déjà avec l'argument de l'éthique qui va toucher pas mal d'assos, mais ensuite, nous, notre modèle, ça va être de faire du communisme. Ça veut dire que on va demander aux assos de participer en fonction de leur budget. C'est-à-dire que pour que les petites assos qui ont 500 euros, 1000 euros de budget par an, elles viennent chez nous, c'est sûr qu'elles ne vont pas payer 15 euros par mois, elles ne vont même pas payer 10 euros par an, parce que pour elles, c'est énorme. Donc, ce qu'on fait, c'est que les grosses assos vont payer plus, les petites assos vont payer moins, et ça va inciter les petites assos à venir vers le libre. Parce que du coup, le coût, il va être partagé. Et ça, c'est super important, et c'est comme ça que nous, on arrive à avoir un modèle économique qui fonctionne. Du coup, aussi, pour attirer les assos, on essaie de proposer quelque chose qui est mieux, qui est moins cher, qui est plus éthique, et qui fait tout au même endroit, et qui décharge les bénévoles, qui leur donne du temps à faire des trucs plus intéressants que d'être devant un ordinateur à faire de la gestion et à faire de la communication. Voilà. Et pour continuer sur la communication, sur Facebook, nous on a un atelier vélo, on fait des bourses au vélo tous les ans, on a 1300 adhérents et on a 3000 visiteurs sur la bourse au vélo chaque année. On a quitté Facebook l'année dernière, impact zéro. Pourquoi ? Parce que sauf si ton association c'est une association d'extrême droite, il n'y a plus personne qui voit tes publications. C'est terminé Facebook. Et Instagram c'est pareil. Ce qui a fait le plus d'impact sur la bourse au vélo chez nous, c'est les affiches au feu. Quand la mairie elle a enlevé nos 10 affiches au feu,
Là, on a perdu peut-être 500 visiteurs. Donc, peut-être passer moins de temps sur Facebook et plus de temps à faire de la communication dans la vraie vie qui va ramener des vrais gens. Merci à toi. D'autres questions ? Ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, par exemple, collaboré avec UnoHost qui fait quelque chose qui me semble assez similaire? Alors la question c'est est-ce qu'on n'a pas collaboré avec UnoHost qui fait à peu près la même chose, en tout cas qui propose à peu près la même chose? Et la réponse à cette question est oui, on a essayé. On a passé certaines structures sur UnoHost, on est revenu en arrière. Car UnoHost, le concept est hyper intéressant, mais ils gèrent eux-mêmes le système de mise à jour et ils amènent un package global qui est déjà mis en place. Et du coup, quand on essaye d'aller bouger des choses, si on ne connaît pas, on n'arrive pas à bouger les choses. Et nous, ce qu'on on aime inclure de nouvelles applications, on avait besoin d'un système plus ouvert pour répondre aux besoins. Donc on a fait rollback, on est revenu en arrière et on a gardé notre esprit plus libre par rapport à ça. Mais super projet et ça ne correspondait pas à notre besoin en tout cas. Merci. J'ajoute justement que dans le cadre de nos applications Symfony sur mesure, en gros c'était une galère. Sur VirtualMint ça va bien, mais sur UnoHost c'était... Peut-être que ça changera, mais en attendant on a été obligé de faire ce choix. D'autres questions? On peut clôturer si... Alors je voudrais remercier aussi Emilio qui était pas venu parce qu'il a gardé notre stand, et aussi Denis et Cyril qui ont vraiment travaillé sur cette présentation pour essayer de vous montrer, ou en tout cas de d'étendre les solutions sur lesquelles on travaille au plus grand nombre. Donc je voudrais les remercier, et puis merci aussi à vous d'être là, parce que si on est là, c'est qu'on est intéressé par faire mieux dans l'informatique, faire mieux au quotidien. Donc merci à nous tous.